Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre nos travaux et après la session sur la fabrique locale d'un grand juriste, celle consacrée à la fabrique patrimoniale de ce grand juriste, et puis les pérégrinations avec la fabrique internationale relative à Jacques Cujas, la quatrième et dernière session de ce très beau colloque va s'intéresser à la fabrique historiographique d'un grand juriste. Donc, nous allons envisager Jacques Cujas dans les écrits juridiques et historiques, avec 4 interventions cet après-midi. Et sans tarder, nous allons commencer par l'intervention du professeur Anne Rousselet-Pimon, professeur d'histoire du droit à l'école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1. Cujas et les arrêtistes, l'écho de l'école au palais. Chère Anne, tu as la parole. Merci beaucoup, Florent. Merci également aux organisateurs de ce colloque de m'avoir proposé d'y participer. Merci tout particulièrement à Xavier de m'avoir associé une nouvelle fois à ces chères études cujasiennes. Cujas a une science profonde des textes et écrit une langue excellente. Cependant, il affecte à l'excès d'ignorer ou de mépriser la pratique de son temps. Si Cujas comblait d'aise les érudits, il n'était d'aucun secours aux praticiens. Ces deux affirmations, formulées à plus de 70 ans d'écart, la première par François-Olivier Martin dans son Histoire du droit français des origines à la Révolution, paru au milieu du siècle dernier. La seconde par Jean-Marie Carbas dans son manuel d'introduction historique au droit, dont la 8e édition date de 2021. Ces deux affirmations reflètent bien l'appréciation portée par une partie de l'historiographie sur l'humanisme juridique de la Renaissance et plus particulièrement sur l'humanisme historiciste, dont Jacques Cujas est le plus éminent représentant. D'après ces auteurs, qui relaient de vieilles querelles d'école qui existaient déjà au XVIe siècle, Cujas ignorait la pratique et, en retour, la pratique ignorait Cujas. Dès lors s'est forgé une sorte de lieu commun selon lequel l'humaniste historiciste aurait contribué à une scission entre l'école et le palais. Et cet éloignement aurait empêché l'enracinement durable du mos gallicus. C'est cette version de l'histoire qui est encore aujourd'hui le plus souvent enseignée aux étudiants de première année de droit et que l'on retrouve dans de nombreux manuels. Et pourtant, ces dernières années, des travaux sont venus nuancer ces traditionnelles conclusions. Dans son propre manuel d'introduction historique au droit, Jean-Louis Thiroux fait preuve de davantage de prudence. Certes, il reconnaît que l'humanisme a amorcé le divorce entre théoriciens universitaires et praticiens du droit, la recherche systématique des interpolations, la cristallisation du droit romain dans une réalité historique dépassée ont fait naître chez les praticiens des incertitudes propres à les éloigner des solutions romaines que l'on croyait jusqu'à présent universelles et d'application immédiate. Cependant, Jean-Louis Thiroux refuse de considérer que Cujas aurait abandonné toute perspective concrète en lien avec le droit contemporain. Rien n'est plus faux, écrit-il, que de lui prêter le dessein machiavélique de rendre le droit romain impropre à la pratique. Au contraire, poursuit-il, pour Cujas, science et pratique ne s'opposaient pas, mais la seconde devait profiter des progrès de la première. Dans un autre ouvrage, il précise que les humanistes n'avaient pas, je cite toujours, l'intention de priver les lois romaines de toute influence pratique. Et il ajoute, leur recherche ne visait pas seulement à satisfaire la curiosité scientifique, mais devait, en exhumant des solutions présumées supérieures à celles des compilations, contribuer à l'amélioration du droit de leur temps. Cujas ne méprisait donc pas la pratique, et il la méprisait d'autant moins qu'il était lui-même praticien. Là encore, cette réalité a été un peu vite oubliée par l'historiographie, mais heureusement récemment rappelée, notamment par Xavier Prévost, qui, dans sa thèse de référence, consacre de très utiles pages aux consultations du Cujas praticien. Et cette étude a conduit l'organisateur de notre colloque à rejeter lui aussi, je le cite, le raccourci sempiternellement rappelé d'un humaniste enfermé dans des considérations savantes et à conclure au contraire à l'absence de cloisonnement entre la critique historique et la pratique juridique chez le jurisconsulte toulousain. Pour être tout à fait honnête, il convient de noter que l'écho de ces dernières recherches gagne progressivement les manuels d'histoire du droit et que certains de nos collègues atténuent leur position au fil des éditions de leurs ouvrages, reconnaissant plus volontiers à Cujas la qualité de praticien, même si cette mention relève encore souvent
de l'incise, de la simple incise, toujours noyée dans une présentation générale où domine la vieille croyance d'un désintérêt pour la pratique du maître de Bourges. Malgré donc la réticence encore de certains à l'admettre, on peut cependant aujourd'hui affirmer que l'œuvre de Cujas ne se limite pas à la pure érudition historique et qu'elle n'ignore pas la pratique. Reste à savoir ce qu'il en est de l'autre versant de la critique, c'est-à-dire si la pratique, elle, a effectivement ignoré Cujas. C'est ce à quoi j'ai cherché à répondre, et pour apprécier cette réception de la pratique, dans la pratique des écrits cujassiens, j'ai choisi de m'intéresser à un genre juridico-littéraire très en vogue à partir du XVIe siècle, les recueils d'arrêts et autres dictionnaires de pratique. Alors il s'agit d'ouvrages rédigés, on le sait, par des praticiens, magistrats, avocats, pour pallier les faiblesses, les lacunes de la jurisprudence de leur temps. En effet, les décisions de justice n'étaient pas à l'époque moderne publiées, à l'exception des arrêts de règlement, et surtout elles n'étaient pas motivées. Les praticiens se sont donc mis à composer des collections d'arrêts pour conserver la mémoire des décisions rendues et pour tenter d'en dégager les fondements afin de pouvoir en tirer des enseignements dans leur pratique future. Alors, là encore, c'est bien connu, ces ouvrages ont été longtemps décriés. On sait que D'Aguesseau en déconseillait la lecture, et il n'est pas le seul. Cujas lui-même est sévère à l'égard des arrêtistes. S'en prenant au recueil de Jean Papon, il affirme que l'arrêtologie est la plus dangereuse des sciences. Elle est une science fort douteuse, disaient certains arrêtistes eux-mêmes, et l'expression d'ailleurs est restée. Et pourtant, là encore, des recherches récentes ont conduit à relativiser ce jugement. Certes, tous les arrêtistes ne se valent pas. Certains sont précis, bien informés, d'autres moins, se contentant de sources de seconde main et d'interprétations approximatives. Mais dès lors qu'on accepte de faire un petit peu le tri parmi les arrêtistes, dès lors qu'on accepte aussi de considérer les recueils d'arrêts comme un genre original, qui mêle à la fois la recension de la casuistique jurisprudentielle, mais aussi l'analyse doctrinale avec toute la latitude que cela suppose, il est tout à fait possible d'utiliser avec profit ces ouvrages. Et il m'a même semblé que malgré les réticences de Cujas à leur égard, il pouvait être opportun d'utiliser cette littérature propre au palais pour apprécier l'écho de la doctrine du maître de l'école dans la pratique, pour vérifier dans ces bréviaires de praticiens si l'affirmation selon laquelle les travaux de Cujas ne représentent aucune utilité pour un juge ou un notaire de son époque était ou non vérifiée. Je me suis donc plongée dans une modeste sélection, donc nécessairement partielle, une modeste sélection de recueils d'arrêts, et la première conclusion qui s'est imposée, c'est que dans ces ouvrages, Cujas, loin d'être ignoré, est au contraire fréquemment encensé. Le savant humaniste apparaît sous la plume des arrêtistes, paré de toute une série de qualificatifs élogieux, je vous en donne quelques-uns, dans ses réponses aux décisions du droit français, publiées en 1605 par Louis Le Caron. Celui-ci en parle comme d'un homme de singulière érudition. Il est, selon l'avocat parisien Jean Chenu, le grand jurisconsulte de notre temps. Comme Irnerius, 4 siècles plus tôt, Cujas illumine la science du droit. Claude Blondeau et Gabriel Guéret, les auteurs du Journal du Palais, nous parlent de lui comme de cette grande lumière du droit, cette grande lumière de la science des lois, selon l'avocat parisien Olivier Patru, ce grand flambeau de la jurisprudence, d'après son confrère bordelais Bernard Hautonne. Dans cette même veine lumineuse, Bonaventure Fourcroy, avocat au Parlement de Paris et amateur de belles lettres, Fourcroy n'hésite pas à comparer Cujas à un soleil digne d'admiration, même dans ses éclipses. Et il recommande à son élève, Barthélemy-Joseph Bretonnier, de le choisir pour guide, pour être en état de travailler sur les grandes matières du droit. Magistrats et avocats parlent encore du professeur Berroyer comme de Monsieur Cujas ou de l'illustre Cujas. Mais pour les praticiens, le maître toulousain est aussi, et peut-être même surtout, le docte Cujas. Et il n'est pas inintéressant de comparer le choix de cette épithète aux choix qui sont faits pour d'autres juristes de l'époque. Il y a en effet le docte Cujas, comme il y a le judicieux Coquille.
Et ces stéréotypes sont révélateurs de la perception des contemporains. Si l'on s'en tient à ces deux exemples, ces qualificatifs dessinent deux profils bien spécifiques, le doc de Cujas auprès duquel on apprend, le judicieux Coquille, dont on attend le bon jugement. Si Coquille, avocat et auteur coutumier, est l'icône du palais, Cujas est, lui, l'icône de l'école. Et c'est donc bien le savant, l'érudit, auquel les praticiens rendent hommage dans leurs ouvrages, à celui qu'ils appellent aussi le docteur des docteurs ou encore l'oracle du droit civil, comme l'écrit l'avocat du droit et arrêtiste Claude Henry. Symbole du savoir académique, Cujas est donc bien présent dans les ouvrages de la pratique. Mais, et c'est la question, à quoi peut bien servir toute cette science cujasienne dans les recueils d'arrêts? Elle sert en premier lieu à donner à la casuistique judiciaire qui est décrite par les arrêtistes la profondeur doctrinale qui pourrait lui manquer. D'où ces fréquentes références aux juristes toulousains pour expliquer le sens d'un mot, la valeur d'un principe ou illustrer un cas d'espèce. Les arrêtistes se tournent vers Cujas dès lors qu'il s'agit d'historiciser le propos. Quand un commentaire commence par « c'était chez les Romains », le nom de Cujas n'est jamais loin. De même, la science de Cujas est couramment mobilisée dans les ouvrages de la pratique pour préciser une définition ou une étymologie. C'est à partir des commentaires de Cujas que Mathieu Aujard définit les testaments, les préciputes ou encore ce qu'est un calomniateur. Dans le dictionnaire de droit et de pratique de Claude-Joseph de Ferrières, celui-ci rappelle que c'est Cujas qui donne contre Pasquier l'étymologie la plus convenable du terme échevin. Alors que l'avocat parisien retient le mot latin scabini, le toulousain lui préfère le mot hébreu échever, excusez-moi pour mon hébreu, synonyme du latin curare. Jean-Baptiste Denisard s'appuie quant à lui sur l'autorité de Cujas pour définir un transfuge ou pour distinguer le marché de la foire. Au fil des pages, les arrêtistes renvoient également aux écrits du juriste toulousain pour donner la raison des lois, souvent résumée dans une courte maxime exprimée en latin, qui, il faut le reconnaître, n'est pas toujours très percutante. À propos de la règle selon laquelle les pères et mères ne succèdent point au fief, Claude le prêtre cite ainsi Cujas, qui en donne cette raison, je traduis, que celui qui reçoit un fief ne le reçoit que pour lui-même et sa postérité, et ses parents ne sont pas inclus dans sa postérité. Même méthode chez Bretonnier, qui explique la règle selon laquelle le mari doit restituer les fruits qu'il a perçus sur les biens paraphernaux de sa femme, d'après cette raison rapportée par Cujas, quia non debuit consumere, quod siebat esse alienum. Enfin, on s'y attend, il va de soi, que Cujas est couramment cité par les praticiens pour expliquer tel ou tel passage du corpus romain. Les constitutions du Code et autres fragments du digeste, lorsqu'ils sont cités à l'appui d'un commentaire d'arrêt, sont bien évidemment illustrés par une précision doctrinale empruntée à Cujas. On lit ainsi de très nombreuses occurrences. Sur ce sujet, il faut observer ce que dit Cujas. Voyez ce qu'écrit M. Cujas. Cela est amplement traité par M. Cujas, ou encore comme l'interprète doctement Cujas. Comme commentateur du Corpus Juris Civilis, Cujas jouit chez les praticiens d'une incontestable supériorité doctrinale et semble résumer à lui seul tout ce qu'un praticien doit savoir du droit romain. Comme son autorité vaut seule autant que toutes les autres, on se contentera de sa décision, concluent les auteurs du Journal du Palais. La question qui se pose cependant, une nouvelle, après ce premier catalogue, c'est celle de savoir si ces différentes précisions notionnelles, terminologiques, que l'on retrouve chez les arrêtistes, suffisent à réconcilier Cujas et la pratique. Ces considérations savantes sur l'origine d'un mot, sur l'origine d'une règle, sont-elles d'un réel intérêt pratique pour l'avocat ou le juge? On peut en douter. Mais elles sont l'occasion pour les praticiens de faire à leur tour preuve d'érudition, voire de prétendre dépasser le maître en corrigeant certaines de ses savantes allégations. Après avoir par deux fois pris la précaution de dire qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans cette discussion, l'avocat aixois Hyacinthe de Boniface, par ailleurs féru de références cujasiennes, prend un certain plaisir à noter que, sans violer le respect qui est dû à un si grand homme, celui-ci se trompe
quand il fait remonter à l'empereur Galien l'apparition des avocats du fisc, alors que ces avocats auraient existé un siècle auparavant. De même, Ferrière s'autorise à critiquer le fondement du douaire proposé par Cujas. Le douaire n'est pas, écrit Ferrière, fondé sur la raison qu'en donne Cujas, à savoir la perte de la virginité, puisque les femmes veuves qui se remarient ont un douaire, aussi que celles qui contractent leur premier mariage. Toutes ces belles précisions ne changent à vrai dire pas grand-chose à la vie du droit. L'activité et l'actualité judiciaire n'est pas bouleversée par la remise en cause de l'étymologie du mot échevin, pas plus qu'elle ne l'est par le changement de datation de l'apparition des avocats du fisc au sein de l'Empire romain. Mais les choses sont dites et savamment dites, et pour cela la science de Cujas s'avère bien utile aux praticiens. Cujas est donc une référence estimable dont usent et abusent les arrêtistes, mobilisant le docteur toulousain comme faire-valoir d'une littérature qui cherche toujours sa place face à des contemporains qui ne manquent pas d'en souligner les lacunes. Mais cette respectueuse considération pour les savantes remarques du maître de l'école ne signifie pas une fidélité sans faille. Au contraire, les praticiens n'hésitent pas à se démarquer de la science du docte-professeur. Ce qu'apprennent aujourd'hui les étudiants de première année de droit n'est donc pas complètement son fondement. Et ce sera le deuxième temps de mon propos, le trop docte Cujas. Si Cujas est cité par les arrêtistes, c'est aussi parce que ces derniers rejettent son opinion et ils le font en insistant sur ces deux mondes désormais distincts de l'école et du palais. On objecte l'opinion de M. Cujas, mais l'opinion de M. Cujas n'est suivie qu'en l'école et non au barreau, note ainsi l'avocat Pierre Bardet. C'est l'avis de Cujas et de plusieurs autres auteurs, mais voyez l'analyse du droit français où l'on a entrepris de réfuter cette opinion, écrit Jean-Baptiste Denisard à propos de l'excuse de minorité du receleur. L'école la refuse, le palais l'admet. La position de Cujas sur les clauses dérogatoires des testaments illustre également ce décalage. Selon le juriste humaniste, de telles clauses ne sont pas conformes à l'esprit du droit romain. Cependant, rappellent les praticiens, elles sont reçues dans tous les tribunaux du royaume. De même, si Cujas considère que la restitution pour lésion d'outre-moitié ne doit pas être étendue aux biens meubles, puisque la loi romaine qui a introduit cette faculté ne fait mention que de la vente d'immeubles, cependant, notre jurisprudence française n'a pas laissé d'admettre, en certains cas, ce moyen de restitution à l'égard des meubles, lui répond Mathieu Aujard. Et, peu importe, précise l'avocat, que M. Cujas, entre autres, s'en explique en termes si formels qu'il ne laisse aucun sujet d'en douter. Et l'on pourrait multiplier les exemples de ces écarts entre la tradition romaine renouvelée et la pratique française qui invalide les solutions proposées par le docte-romanisme, écarts que les praticiens soulignent formellement par un jeu de balancement. Combien que le grand docteur et premier des jurisconsultes, messire Jacques Cujas, ait été d'avis, toutefois, l'on a suivi l'opinion contraire. Quoique M. Cujas tienne sur tel titre du Code ou du Digeste, je pense pourtant, et tous les parlements de France le jugent ainsi, ou, en sens inverse, il se juge ainsi, bien que Cujas ne l'approuve pas. De quelque raison qu'il s'appuie, son sentiment n'a pas été suivi et l'usage est contraire. Dans ce dernier exemple, Claude Henry fait état de l'opposition tenace de Cujas, fidèle aux lois romaines, aux appels des sentences arbitrales, appels que la pratique et la législation royale ont fini par admettre pour assurer un meilleur contrôle sur cette voie de la justice privée. Et c'est bien là que se trouve la principale raison de l'inadéquation de la science du professeur aux exigences de la pratique. Le premier n'évolue pas dans le même espace que la seconde, et c'est ce que rappellent les arrêtistes. Le cadre politico-juridique a changé, les Français ne vivent plus au temps des Romains et ne sont pas soumis aux lois des empereurs de Rome. Les savants commentaires de Cujas ne sont donc pas transposables dans un ordonnancement juridique renouvelé par la promulgation d'autres règles. Examinant les formalités requises pour la validité d'un testament fait par un aveugle, Boniface souligne que les commentaires de Cujas ont été faits avant l'ordonnance de Blois, qui seule parle que les testaments sont reçus par les notaires.
et M. Cujas ne parle que de la loi de l'empereur, qui en effet dit qu'en défaut du tabellion, le testament de l'aveugle peut être pris par un 8e témoin. Mais le praticien ajoute « ce qui cesse parmi nous » et fait voir clairement que cet auteur n'a pas parlé en ce point, suivant l'usage et les lois de ce royaume. Dès lors, Boniface préconise, quelques pages plus loin, nonobstant l'interprétation de Cujas, de plutôt suivre l'interprétation des docteurs qui sont mieux nourris aux maximes de la cour et à la jurisprudence qui a toujours été observée dans ce Parlement. L'opinion de Cujas est également écartée par les auteurs du Journal du Palais, alors même qu'elle a été avancée par l'une des parties, au motif qu'elle porte sur des contrats d'une nature et d'une qualité différentes de celles des baux de l'espèce. Dès lors, il ne faut, pour répondre aux inductions que Laplan tire de toutes ces lois et de l'opinion de M. Cujas, qu'opposer le différent usage qui était chez les Romains d'avec celui que nous avons en France à l'égard des redevances réelles et foncières. Parmi nous, qui ne considérons les lois romaines que comme fondées et établies sur la raison, et qui ne sommes nullement obligés de les suivre, rappelle Pierre Bardet, la loi qui l'emporte, c'est celle qui est fondée en raison, et en l'espèce, les juges ont bien fait de préférer une constitution de l'empereur Léon comme étant plus raisonnable contre Cujas, qui soutient l'autorité d'une constitution de Justinien. Non ratione imperii, sed imperio rationis. De ce décalage entre ce droit romain étudié dans sa pureté originelle et des lois romaines utilisées qu'en tant qu'elles sont conformes à la raison, naît chez les praticiens une réelle méfiance à l'égard des interprétations cujassiennes qui creusent ce fameux fossé entre l'école et la pratique. En écho aux attaques d'Othman, qui reprochait aux humanistes purifiés et grammairiens d'avoir, par leurs corrections et leurs amendements, couvert d'emplâtre le pauvre corpus juris civilis jusqu'à le rendre méconnaissable, certains arrêtistes dénoncent eux aussi une complexité croissante de la doctrine romaniste, incompatible avec les nécessités de la pratique. Qu'importe aux praticiens toutes ces savantes disputes. Pourquoi s'arrêter plus longtemps à des observations plus curieuses qu'utiles, notait D'Aguesseau? Pourquoi s'arrêter à une littérature rédigée plutôt pour l'école que pour le palais? Remarque aussi Brion, qui parle également de curiosité à propos des observations du maître toulousain sur le droit des prescriptions. Les praticiens relèvent également chez Cujas certaines distinctions, certes fort recherchées, mais sans portée pratique. Elles sont alors qualifiées chez les uns d'illusions, chez les autres de chimériques. Toutes ces subtiles inventions, comme le rappelle Bernard Autonne, justifient également l'audacieuse comparaison que fait l'avocat bordelais entre les maîtres de l'école et le moucheron. Ce n'est pas pour les mépriser, écrit-il, après avoir cité les noms de Cujas, Le Douarenne, Alciate et autres grands personnages, car je sais qu'ils ont défriché plusieurs antiquités inconnues aux plus doctes qui étaient avant eux, mais ayant égard au peu de profit que ces questions nous apportent, il me semble que ces doctes jurisconsultes ont fait, est subtilité du droit civil, ce que la nature a fait en ce petit animal qui n'est quasi rien, que nous appelons moucheron. Et comme le moucheron moustique se nourrit du sang humain, de même, les subtilités du droit n'ont autre fin que de consumer la raison, qui est le sang de l'entendement. Il semble aussi que, vue par les praticiens, la doctrine de Cujas n'ait pas été d'une parfaite cohérence. Jean de Combonas, président du Parlement de Toulouse, cite ainsi 2 consultations où Cujas se contredit. Tenant une chose dans l'une, il semble, précise-t-il, tenir toutefois le contraire dans l'autre. Bretonnier relève lui aussi des contradictions, notant que Cujas a varié sur la question de savoir s'il est possible aux donateurs de renoncer au bénéfice de la loi si unquam autorisant à la révocation des donations pour survenance d'enfants. Contradictoire, la doctrine cujassienne est aussi, tout simplement, d'après le jugement des arrêtistes, parfois trop lacunaire pour être reprise dans leurs propres commentaires. Boniface estime ainsi que l'autorité de Cujas ne peut pas servir de grand fondement pour affirmer que les fruits de l'usufruit constitué en dot doivent être rendus à la femme après dissolution du mariage, car le juriste toulousain est beaucoup trop succinct sur cette question.
il ne dit que 4 ou 5 mots, sans loi, sans autorité, et n'allègue même pas la loi d'otis fauctum qu'il n'ignorait pas. Ce peu de mots de Cujas, ajoute l'avocat, suffit à disqualifier la référence cujassienne. Tout cela conduit à une prudente distance de la pratique, ne serait-ce que pour assurer la sécurité nécessaire à l'harmonie de la jurisprudence. Jérôme Ménard, conseiller au Parlement de Toulouse, offre un bon témoignage de cette prudence. Jérôme Ménard est un praticien pragmatique, et s'il reconnaît la science du docte Cujas, il n'en approuve pas moins les erreurs qui ont été commises dans la lecture des constitutions impériales, dès lors que ces erreurs ont été validées par la jurisprudence. Il y aurait certes, écrit-il, beaucoup à redire et gloser sur les interpolations de Tribonien et des docteurs médiévaux. Mais, puisque le droit romain qui s'applique en France n'est pas celui des empereurs, mais celui qui a été reçu comme raisonnable et droiturière police par les cours souveraines du royaume, il ne saurait être question de tout déconstruire uniquement pour satisfaire aux tergiversations des cerveaux de l'école. Les propos de Ménard sont on ne peut plus clairs. Voilà ce qu'il nous dit. Bien que nous admirons et louons et estimons fort les interprétations nouvelles et exactes du droit romain qui ont été apportées et arrachées des monuments des anciens par plusieurs modernes de notre temps, ne trouverions toutefois bon et expédient, ni profitable pour le bien de la justice, changer ni innover aucune chose des maximes certaines tenues, gardées, arrêtées et exécutées de si longtemps, non seulement en la dite cour, celle de Toulouse, mais est-ce autre de ce royaume, car autrement s'en ensuivrait une grande confusion. Et Cujas est expressément cité par Ménard parmi ces doctes personnages de notre temps qui fragilisent les interprétations jurisprudentielles au détriment de la sécurité juridique et de l'autorité des cours souveraines. Cujas n'échappe donc pas à la critique de la pratique qui lui reproche de privilégier une lecture trop historicisée du droit romain qui ne correspond plus à la réalité juridique de son temps. Cependant, les praticiens ont saisi ce que les historiens du droit ont mis plus de temps à redécouvrir, à savoir tout d'abord que Cujas a été lui-même un praticien. Et ce sera le troisième et dernier point que je voudrais exposer ici, ce docte Cujas qui n'en est pas moins judicieux. Certes, le Cujas cité par les arrêtistes est avant tout le savant romaniste, celui qui, de tous nos docteurs, a le mieux pénétré les secrets de la jurisprudence romaine, comme le disent les auteurs du Journal du Palais. Mais le Cujas, qui apparaît aussi au fil des pages des recueils d'arrêts, c'est aussi le praticien. L'avocat Jean Chenu, dans son recueil d'arrêts, invoque ainsi autant le docte Cujas, qui corrige l'ancienne leçon des docteurs médiévaux, que le commentateur de la coutume de Toulouse, qui définit ce que sont moribus tolosanorum, les donations propter nuptias. Si les commentaires du digeste et du code fournissent une part importante des occurrences cujassiennes chez les arrêtistes, ces derniers visent également très souvent les consultations de l'ancien maître de Bourges. Les chapitres des recueils d'arrêts, les entrées des dictionnaires de pratique, consacrés notamment au droit des successions, puissent volontiers, dans les cas pratiques, étudiés au travers des consultations. C'est alors autant le droit romain que ce que dit Cujas du droit coutumier qui est utilisé par les arrêtistes. Julien Braudot, dans ses commentaires sur les arrêts rassemblés par Georges Louet, se réfère ainsi à une consultation de Cujas pour déterminer moribus gallia, si les coutumes peuvent étendre leurs effets hors de leur détroit initial. Dans le Journal du Palais, on apprend également que Cujas, quoique attaché étroitement à la disposition du droit romain, n'a pu s'empêcher d'approuver, de reconnaître, dans la seconde de ses consultations, que la renonciation des filles dotées, moribus recepta et approbata est. Les arrêtistes ne manquent pas non plus de relever, parmi les passages de l'œuvre cujassienne, ceux, évidemment plus rares, qui mentionnent les nouveautés législatives. Le passage des paratiltes, qui vise l'ordonnance de Moulins et son fameux article 54, imposant la preuve par écrit pour les actes de plus de 100 livres, est ainsi cité aussi bien par Chenu que par Ferrière.
même si les conclusions de Cujas ne sont pas nécessairement celles que va entériner la jurisprudence. À propos de l'odieux édit d'Emer de 1567, qui introduit dans les pays de droit écrit la règle coutumière paterna paternis, les praticiens s'appuient là encore sur l'autorité de Cujas, qui, comme ses contemporains, dénonce un édit de circonstance pour mieux justifier ensuite les accommodements de la jurisprudence de Provence à l'égard du texte. De même, la reprise non dissimulée par le législateur royal de techniques romaines, comme l'insinuation des donations, ou directement de lois romaines, comme la loi Acte Edictali restreignant les donations faites en seconde noces, est l'occasion pour les praticiens d'exploiter la science de Cujas au service de l'actualité jurisprudentielle et législative. Mais si les praticiens ont bien vu que Cujas était aussi un des leurs, ils ont aussi perçu, plus ou moins consciemment, que le savant jurisconsulte ne voulait pas priver les lois romaines de toute influence pratique, mais au contraire qu'il voulait les renouveler pour contribuer à l'amélioration du droit de son temps, pour reprendre les formules de Jean-Louis Thiroux que j'ai déjà citées dans l'introduction. Dans un royaume de France où encore une grande partie du territoire vit sous l'influence de la tradition romaniste, et où ailleurs la raison du droit écrit est bien volontiers reçue, comment imaginer que les praticiens puissent se passer des analyses du docte Cujas? Certes, il est moins question de résultats que de méthode. Les praticiens cherchent probablement plus à la manière des bartholistes que comme de véritables humanistes les utiles leçons qu'ils pourront tirer des recherches du maître toulousain, mais ils ne se privent pas de s'y référer. Le fossé entre l'école et le palais est donc en partie comblé par le succès que conservent dans la littérature judiciaire les solutions proposées par Cujas. Ce serait, il me semble, une erreur de s'arrêter un peu vite aux remarques acerbes d'un Hottmann ou d'un Ménard, surtout que Géraud de Ménard est par ailleurs le premier à puiser dans le riche corpus cujasien pour expliquer la jurisprudence du Parlement de Toulouse et relever ce que le maître a doctement et à son accoutumée remarqué. Et s'il est vrai que Cujas n'a pas toujours raison et que son opinion est parfois contredite par la pratique de son temps, le contraire se vérifie aussi. L'autorité de Cujas n'est pas seule, écrit en ce sens Hyacinthe de Boniface. Elle est suivie du sentiment commun des praticiens français. À ceux qui doutent que le Toulousain ait pu rendre un quelconque service aux praticiens, la lecture des recueils d'arrêts prouve le contraire. Cujas s'avère en effet fort utile aux avocats. C'est suivant l'opinion de Cujas que les ténors du palais demandent ou défendent, prouvent et répondent. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir Cujas cité tant pour l'appelant que pour l'intimé. Les définitions proposées par Cujas se retrouvent ainsi au cœur des plaidoiries. Sa définition de l'enfant dans une affaire de transmission d'un bail datant de 1584 est rapportée par Jacques de Molon. Sa définition de la transaction judiciaire avancée dans les années 1630 dans le journal du Palais au secours de la défense d'une mère abbesse. Sa définition de la société tacite est encore invoquée par Olivier Patru à l'appui de l'espèce de notre cause, précise l'avocat. Parfois, c'est sa reconstitution savante du droit romain qui fournit aux avocats des parties un argument pour fonder leur cause. Quoi de plus commode, en effet, que de se référer au docte Cujas pour exclure de l'ordonnancement juridique une prescription défavorable, comme dans cette affaire rapportée par Mathieu Augeard, où des héritiers ab intestat attaquaient les fondements juridiques invoqués par le légataire au motif que la loi visée se trouvait, au regard de la critique historique, sans auteur et donc sans autorité. Cette loi, disaient les héritiers, que Cujas même, qu'il a restitué des basiliques, n'osait attribuer à l'empereur Antonin, ne pouvait ainsi passer pour loi du code ni faire de décision. Les arrêtistes prêtent également aux juges des emprunts à la doctrine du maître de l'école. Telle décision, apprend-on, a été rendue à Toulouse suivant le témoignage de Cujas. Telle autre l'a été à Paris suivant la sentence de Cujas. Blondeau, dans le journal du Palais, cite plusieurs arrêts de la cour parisienne qui sont fondés sur la doctrine de M. Cujas, conformément à la doctrine de Cujas, dit également Claude Leprest. Au Parlement de Provence,
Hyacinthe de Boniface, repris par Brion, écrit que Cujas fut cité pour preuve que la procédure criminelle pour l'arsen d'une brebis est juridique. Blondeau, encore lui, commentant une affaire jugée en 1681, où il était question de la contestation d'un lait, note que les paroles de M. Cujas furent décisives pour répondre aux objections de la plaignante. La science cujassienne est donc bien mobilisée au cœur des procès, tant à l'appui des prétentions des parties que comme fondement de la décision des juges. Et les arrêtistes établissent clairement des ponts entre les maximes générales dégagées dans les enseignements universitaires et la réalité jurisprudentielle du palais. Les savants travaux de Cujas servent donc de référence à la jurisprudence des parlements, ceux de Paris, comme de Toulouse, d'Aix ou de Dijon. Ils sont aussi à l'origine de revirements de jurisprudence. Contre l'opinion de Ménard, d'autres arrêtistes font état des incidences concrètes des conclusions du juriste grammairien sur l'évolution de la jurisprudence. Bretonnier note ainsi que c'est grâce à la restitution par Cujas d'une loi romaine oubliée que le Parlement de Paris a changé sa jurisprudence. Avant d'avoir connaissance de cette loi, qui abroge les exceptions prévues antérieurement en faveur d'un créancier, la Cour parisienne appliquait les dites exceptions. En ayant désormais connaissance de ce texte révisé, à présent, elle juge le contraire. Des formules que l'on trouve chez de nombreux arrêtistes attestent également l'autorité de telles révisions. Brion rapporte ainsi un arrêt de 1592 prononcé en robe rouge conformément à la nouvelle opinion du docte Cujas. François Perrier, à Dijon, rapporte une décision dans laquelle Cujas, qui avait combattu le premier l'opinion des anciens docteurs, a été suivi. C'est au Parlement de Paris et pas du tout à Dijon. C'est pas grave. Pour conclure, en un mot, je dirais que dans le pointillisme judiciaire de l'ancien droit, où s'exprime encore volontiers une rhétorique des citations, Cujas trouve sa place et trouve même une place de choix. Certes, les arrêtistes usent et abusent de Cujas à des fins parfois plus ornementales que véritablement heuristiques. Certes, les praticiens mettent à l'épreuve des usages des usages divergents de la jurisprudence française, les commentaires de celui qu'ils tiennent par ailleurs pour le plus grand des jurisconsultes, mais pas plus que Cujas lui-même ne condamne sans bénéfice d'inventaire les travaux des juristes médiévaux, pas davantage les praticiens n'exilent complètement du palais le docte professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne Rousselet-Pimon pour ce très beau tableau, ainsi brossé, tout en nuances, avec des arguments pro et contra, en lien avec Cujas. Et effectivement, on voit bien la place, les différents usages, Cujas comme source de légitimation aussi. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a différentes lectures, et tu nous as très bien montré ces différentes lectures dans cette relation entre l'école et le palais. On a l'impression que pour ces praticiens, tout se trouve dans Cujas et ils peuvent piocher, même ce qui ne s'y trouve pas, à la limite, pour s'opposer à lui. Et donc, c'est là aussi une marque sans doute de la référence et de l'importance qu'il occupe aussi pour eux. Alors, j'ouvre immédiatement les débats pour une dizaine de minutes.